Quand on parle du 12 juillet 98 côté Brésil, le premier nom qui viendra en tête c'est Ronaldo. Seulement quand on liste les menaces de cette équipe, elle se limite pas aux joueurs de l'Inter. Un autre joueur est attendu, Rivaldo. Pour comprendre pourquoi il faut remonter à un match presque passé inaperçu en France, mais fondamental pour le Brésil. Le quart de finale contre le Danemark. Le Brésil sort d'une victoire convaincante contre le Chili, 4-1, et on pourrait croire à un temps d'accalmie pour les jours à venir. Mais avec le Brésil, il y a toujours quelque chose. Ça est pourtant bien démarré. Les Auriverdes se sont entraînés au château de Grande Romaine, comme d'habitude, et pendant que les joueurs étaient sur le terrain, le superviseur de l'équipe nationale Américo Faria et le médecin Lidio Toledo, tous deux vêtus d'un tablier blanc, ont préparé un churrasco. C'est quoi un churrasco? En gros, c'est un barbecue façon brésilien. Mario Zagallo voulait que la journée soit différente. Nous avons donc organisé ce churrasco à la française. De la viande de très bonne qualité, des bananes frites, de la salade et beaucoup de fruits. Le tableau était idyllique. Les joueurs ont terminé la séance d'entraînement, ils se sont bien amusés et se sont dispersés. La plupart d'entre eux ont choisi la piscine pour se détendre avant le déjeuner. Dida et Ronaldo se sont défiés au ping-pong, tandis que César Sampaio a opté pour une balade en vélo. Le churrasco n'a pas été la seule concession. Les joueurs ont également été autorisés à boire 2 canettes de bière chacun. Un véritable luxe. Ça a aidé, en plus de la victoire contre le Chili, à promouvoir une cohésion d'équipe et apaiser les tensions qui sont apparues après le match contre la Norvège. Mais très vite, un nouveau sujet est apparu, les problèmes de genoux de Ronaldo. Dès le lendemain du match, une bombe éclate dans la presse. Tout est parti d'une énième question des journalistes concernant les genoux de Ronaldo. En face, la communication des Brésiliens sur ce sujet se veut rassurante. On sait aujourd'hui ce qu'il est advenu des genoux de Ronaldo, mais à l'époque c'est traité comme une petite inquiétude. Et là, écoutez bien la réponse de Lidio Toledo dans la presse, qui sera un fil conducteur pour le reste de la carrière de Ronaldo, et qui démarrera à ce moment précis. Les problèmes de genoux de Ronaldo ne sont pas graves, bon c'est faux, hein, et attention écoutez la suite, Ronaldo est gros, je n'ai pas encore pu le peser, je le ferai cet après-midi, mais je suis sûr qu'il est en surpoids à cause d'une mauvaise alimentation. Il est possible que je doive faire un programme spécial en accord avec les préparateurs physiques pour qu'il perde du poids en 2 jours. Le problème de Ronaldo n'est pas dans ses genoux, mais dans son poids. Il mange de manière incontrôlée, et ce n'est pas bon. De plus, Ronaldo a tendance à prendre du poids. Pour la première fois de sa carrière, un surpoids est évoqué, par Lidio Toledo en pleine Coupe du Monde. En fait, si vous regardez bien, tous les problèmes dont Ronaldo va souffrir le reste de sa carrière vont démarrer lors du Mondial 98. Genoux, surpoids, surménagement. Selon Toledo, en raison d'un mauvais travail physique, il phénoménal a surdéveloppé ses quadriceps et la rotule s'enfonce un peu vers l'intérieur. Et ça lui fait mal. Les services médicaux ont décidé qu'il devait porter des genouillères aux 2 genoux pour soulager la douleur. Mais Ronaldo n'est pas convaincu. Pendant le match contre le Chili, il se touchait fréquemment les genoux. C'est déjà un problème psychologique. C'est pourquoi le médecin cherche la formule idéale. Faire maigrir le joueur pour qu'il pèse moins sur ses genoux. Et vous imaginez bien, la presse en a profité pour faire monter le conflit. Toledo se soulagerait d'un fardeau en croyant qu'avec moins de poids, le problème disparaîtrait. Mais il ne pourra pas empêcher que ses propos soient qualifiés de controversés. Dire que le meilleur joueur de la Coupe du Monde est gros n'est pas la meilleure façon de le motiver pour les quarts de finale. À moins que ce soit le cas. Ronaldo a répondu, et là ça a été le bazar dans la communication brésilienne. Je suis au poids idéal. Et là, ils ont essayé de faire volte-face. Oui, alors, les données de la Confédération brésilienne de football concernant Ronaldo, que Toledo a utilisé comme référence, datent de la Coupe du Monde 94, lorsque Ronaldo avait 17 ans, depuis il a pris 6 cm et de la masse musculaire, nanana. Bon, déjà, je ferai remarquer que cette histoire de surpoids dépend déjà si votre référence c'est l'IMC, et qui n'est pas vraiment adapté aux sportifs de haut niveau. Et ensuite, qu'il soit considéré en surpoids ou non, le fait qu'il ait pris du poids sur la balance a forcément un impact négatif sur son VO2 max. Donc Toledo a voulu le faire maigrir en lui imposant un régime. Toujours est-il que la presse va s'en emparer et jeter au visage de Toledo son plan d'amaigrissement. C'était avant le churrasco et les 2 canettes de bière autorisées ? Le docteur Toledo, protagoniste de l'affaire, a changé de discours et a déclaré que lorsque j'ai dit qu'il avait pris du poids, je parlais d'1 kilo en plus ou en moins. En gros, pas grand chose. Donc on passe de normal à gros sur 1 kilo en plus ou en moins ? Putain, c'est bizarre son histoire. Cette polémique sur le poids, presque banale à l'époque, deviendra un fil rouge dans sa carrière. Elle réapparaîtra en 2002 pour continuer jusqu'à l'annonce de sa retraite en 2011.
Mais ce quart de finale contre le Danemark, c'est pas seulement cette polémique du poids, c'est aussi le moment où le Brésil va révéler un autre visage, celui de Rivaldo. Le Danemark aligne une équipe technique et solidaire autour de Michael Laudrup, avec Brian Laudrup, Thomas Helveg, Tufting et bien évidemment Pitch Michael dans les buts. Une équipe solide, expérimentée et surtout sans complexe. Côté Brésil, Zagallo reste fidèle à son 11. Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Leonardo Rivaldo, Bebeto, Ronaldo. C'est ce groupe, musique samba dans le bus, vous connaissez les Brésiliens et leur joie de vivre, qui arrive à la Beaujoire pour affronter le Danemark. Le moral est au beau fixe et ils sont prêts à renverser des montagnes. Le match débute à la Beaujoire, et sur sa lancée de leur match contre le Nigeria, dès la 2e minute, silence glacé. But de Jorgensen, 1-0. Cafu est devancé. Taffarel est battu. Zagallo furieux. Le Brésil est déjà mené au score. Dunga remobilise tout le monde et une réponse est impérative de l'attaque brésilienne. Si Bebeto a été le meilleur offensif sur le premier tour et garde la confiance de Zagallo malgré la popularité de Nilsson, Ronaldo a montré un très bon visage contre le Chili, ce qui est rassurant pour des matchs désormais à élimination directe. Leonardo était plus utile à son poste qu'en milieu défensif, et Rivaldo, c'est un peu l'inconnu. Entreprenant contre l'Écosse et bon contre le Maroc, il est passé à côté contre la Norvège et a livré un match sans saveur contre le Chili. En première mi-temps, il a cherché constamment Roberto Carlos, quitte à forcer les actions, et en seconde mi-temps, il aura eu un seul coup d'éclat, c'est cette action qui aurait dû être décisive. Beaucoup le découvrent dans cette Coupe du Monde. Je vous rappelle qu'à l'époque, à part l'équipe du dimanche, si vous aviez le décodeur de Canal+, on n'avait pas accès aux images du championnat d'Espagne. On avait le foot en clair sur la une, c'est-à-dire Téléfoot, le dimanche. S'ils avaient envie de nous montrer une ou deux images du championnat espagnol, ce qui était plutôt rare. Sinon, ils diffusaient la première division / Ligue 1 et les matchs de la Ligue des Champions. Et bien évidemment, deux sélections internationales, en particulier la France. En Ligue des Champions, le Barça a été éliminé en phase de poule, en finissant dernier, et Rivaldo ne s'est pas particulièrement montré sous son meilleur jour, et il a été longtemps absent de la sélection brésilienne. Du coup, c'est qui ce mec ? Rivaldo n'est pas un joueur classique, son parcours est unique, cabossé, parfois ingrat. Né à Recife, il grandit dans une extrême pauvreté. Dès son enfance, il subit la faim, perd ses dents, marche pieds nus. Sa morphologie est particulière. Jambes arquées, démarches étranges. Certains recruteurs le trouvent bizarre à voir jouer. Comble de malchance, il perd son plus grand fan, son père, qui voulait le voir devenir professionnel dans un accident de voiture alors qu'il n'a que 16 ans. Cette douleur le suivra toute sa vie et sera même un moteur dans sa carrière. Malgré les doutes et les critiques parfois injustes, il progresse. Il démarre à Santa Cruz, s'expose aux Corinthians, puis explose à Palmeiras sous Luxemburgo, la fameuse équipe de Palmeiras dont on avait brièvement parlé au dernier épisode concernant César Sampaio, et qui en a fait partie. Rivaldo est 2 fois ballon d'argent, une fois en 1993 et une fois en 1994. Ballon d'argent, je rappelle, c'est la meilleure moyenne nationale à son poste. Et ballon d'or, c'est parmi toutes les meilleures moyennes à chaque poste, la meilleure moyenne, tout poste confondu. C'est pour ça que son nom est fortement pressenti pour faire partie de la sélection qui va disputer le mondial 1994. Rivaldo a 22 ans. Mais Rivaldo, qui cite Zico et Maradona comme ses modèles, ne sera pas retenu pour le mondial 94. Pour plus de détails concernant les raisons de sa non-sélection, je vous renvoie à la vidéo qui parle de la liste de 1994 et des joueurs non retenus par Parreira. Un an et demi plus tard, et un très bon passage à Palmeiras, des sollicitations arrivent. Le 28 juin 1996, Rivaldo a 24 ans. Il reçoit sa première offre pour rejoindre l'Europe. Mais pas question d'accepter n'importe quoi. Parme fait une offre pour lui et Amaral que Palmeiras accepte. Le championnat italien, le meilleur du monde à l'époque, lui tend les bras. Le fait que ce soit Parme qui fasse cette première offre n'est pas anodin pour 2 raisons. D'abord, parce que Palmeiras était sponsorisé par Parmalat, également sponsor de Parme. Mais également parce qu'on est dans les années 90. C'est plus difficile de contacter les joueurs à l'autre bout du monde. Surtout qu'en plus, Rivaldo n'a pas d'agent.
Ah non, mais Rivaldo, c'est un ovni, hein. Il négocie tout lui-même, et il parle au président et aux dirigeants qu'il contacte. Donc, Parme le contacte, parce qu'ils ont un intermédiaire qui fait qu'il est joignable. Mais Parme et Rivaldo ne parviennent pas à un accord. D'où vient ce désaccord? Eh bien, pause. Les raisons, je les découvre en faisant cette série. Franchement, j'apprends des trucs de fou, hein. La plupart des histoires que je vous raconte, je les connaissais même pas avant de faire cette série, qui avait pour but au départ, je le rappelle, de parler uniquement des raisons de la finale. Mais bon, quand on aime jacasser... Eh bien, Rivaldo a demandé que lui revienne 15% du prix du transfert. Mais Parme a refusé. Donc, Rivaldo a refusé d'y aller, faute d'un accord. Et en plus, il avait même pas d'autre offre sur la table. En tout cas, c'est dommage, on aurait pu avoir un trio Rivaldo-Crespo-Chiesa. Quelques jours plus tard, son coéquipier en sélection, Mauro Silva, champion du monde, joueur de La Corogne, vient voir directement Rivaldo avec ses représentants pour lui demander de rejoindre l'équipe galicienne. Il lui parle de l'équipe, du projet, du cadre de vie, qu'il y a des Brésiliens, etc. Le projet l'intéresse forcément, mais il n'ira pas à n'importe quel prix. Il formule son offre, demande une nouvelle fois 15% du transfert, un gros salaire et d'autres demandes. D'habitude, les joueurs veulent vraiment pas mettre le nez dans les affaires, etc. Il s'occupe que du terrain, mais pas Rivaldo, qui travaille depuis son plus jeune âge et qui a déjà des notions de business. Le déport accepte ses conditions et propose une offre plus élevée à Palmeiras. C'est comme ça que Rivaldo rejoint la Corogne. Le 10 juillet 1996, pour un contrat de 5 ans, avec le plus gros salaire du club et une clause libératoire à 23 millions. C'est un très gros transfert pour l'époque et ça fait monter la cote de Rivaldo, qui était déjà très haute sportivement. Seulement, il y a un énorme problème, c'est que ça n'a pas duré. En à peine un mois, je veux dire un mois après cette signature, il passe de futur crack à contrefaçon. Rien que ça. Et c'est là que je dois vous raconter ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de 1996. On a abordé les Jeux Olympiques précédemment sous l'angle de Bebeto, qui avait réussi un excellent tournoi d'ailleurs. En revanche, c'est pas du tout comme ça que va le vivre Rivaldo. Sa cote est au plus haut. On attend de lui qu'il soit maintenant un joueur important, surtout en attaque, où il doit faire des différences. Et Rivaldo attendait ce moment avec impatience, parce qu'il n'avait pas été retenu pour la Coupe du Monde 94, ni la Copa América 95. Il avait donc l'opportunité de se montrer, pour enfin exposer ses qualités au plus haut niveau, surtout qu'il avait fait des bons matchs de préparation avec la Seleção. Titulaire et numéro 10 sur le dos, le voilà maître de son destin. Sauf que l'expérience va virer au cauchemar. 11e minute. Ronaldo qui décroche et emmène le ballon sur la gauche crée un énorme décalage dans la défense danoise. Il passe à Bebeto, froid, clinique, égalisation. 3e but pour lui dans le tournoi. Il fait taire la polémique sur sa présence, au moins pour quelques minutes. Lors des matchs de poule, en 90 minutes contre le Japon, défaite du Brésil, la prestation de Rivaldo est très maigre avec juste une tête sur la barre. Lors du deuxième match, il joue 74 minutes dans la victoire du Brésil contre la Hongrie, mais aucun apport significatif. Troisième match, 90 minutes dans la victoire 1-0 contre le Ghana, aucun apport, et ça commence à gronder. A titre d'exemple, Juninho Paulista, qui joue à côté de lui en tant que milieu offensif, en est déjà à 2 passes décisives et un but. Quart de finale, titulaire contre le Ghana, il rend encore une copie très insuffisante et est remplacé dès la 65e minute. Déjà ciblé par la presse et les supporters pour son apport insuffisant, le sélectionneur décide purement et simplement de le mettre sur le banc pour la demi-finale au profit d'Amaral. Lors de ce match, et même sans Rivaldo, ça se passe très bien pour le Brésil. Le Nigeria est en difficulté et n'arrive pas à contenir Ronaldo qui crée constamment le danger. À la 67e minute, le Brésil mène 3-1. Moment choisi par Zagallo pour relancer Rivaldo à la place de Juninho Paulista, le meilleur milieu offensif du tournoi jusque-là. 5 minutes après son entrée, il a déjà pris un carton jaune pour avoir découpé Garba à la Wall. Cinq minutes plus tard, sur un contre, il perd un ballon plein axe alors qu'il avait 2 solutions claires. Sur le contre, le Nigeria réduit le score par Ikpeba. 3-2 à la 78e minute. 89e, le Brésil est sur le point de gagner le match et Rivaldo est au poteau de corner. Il lui suffit de conserver le ballon dans le coin, un peu comme David Ginola contre la Bulgarie en 93, mais au lieu de mettre son corps en opposition et de protéger le ballon pour gagner du temps, il va tirer sur le joueur afin d'obtenir une remise en jeu. Mais comme c'est pas son jour, le ballon va taper sur Ukishuku, puis sur Rivaldo, avant de revenir dans les pieds nigérians. Et quand ça veut pas...
Alors c'est pas de chance certes, hein, mais la chance se provoque et pour le coup, tirer sur le joueur n'était pas la bonne chose à faire dans tous les cas. Là il devait conserver le ballon. Le Nigeria part à l'attaque et à la fin de l'action, elle se termine par l'égalisation de Kanu. 2 fois Rivaldo se trouve être le joueur ayant perdu le ballon avant le but des Nigérians. Le Nigeria revient à 3-3. Prolongation avec le but en or, je vous rappelle, c'est comme ça à l'époque. C'est l'occasion pour lui de pouvoir devenir le héros de son pays, comme il en a toujours rêvé. Et par là d'en finir avec le manque de réussite qu'il poursuit dans ce tournoi. Mais non seulement c'est pas ce qui va se passer, mais en plus il va encore se retrouver fautif d'avoir perdu le ballon. Il a voulu enchaîner vite pour lancer sa vue en profondeur, mais son ballon est beaucoup trop long et va finir dans les pieds du portier nigérian. Sur l'attaque qui a suivi, Kanu marque le but vainqueur. Alors, il n'est pas question pour moi de vous dire Rivaldo est le responsable de l'élimination du Brésil. Si sa responsabilité est directe sur le but de Cueva, sur les 2 autres, les Nigérians ont quand même tout le terrain à parcourir avant de marquer. Sur le dernier but, les Nigérians se font des passes tranquilles comme à l'échauffement sans être dérangés. Mais mon appréciation des choses est loin d'être partagée au Brésil. Elle est loin d'être partagée dans un pays où certains gardiens désignés fautifs ont fini ruinés et dans le déshonneur. Les Brésiliens, qui ne visent que l'excellence, n'ont que faire de ces arguments. Pour eux, le fautif, c'est Rivaldo et personne d'autre. Sa famille va être menacée, son nom va être traîné dans la boue, et même si Zagallo se défend du contraire, il ne le rappellera pas pendant 1 an. Il avait aucune bonne raison de ne pas l'appeler parce que pendant cette année, il était performant. S'il avait pu, il l'aurait même jamais rappelé d'ailleurs. Mais Rivaldo, avec la détermination qu'il a toujours guidée, va rebondir. D'abord, du côté du Deportivo La Corogne, où il avait été transféré avant ces Jeux Olympiques. Dans les contacts, chez les 2 équipes, on est passé à un autre niveau. Ronaldo se fait charcler par les défenseurs danois, et les Danois continuent à jouer leur chance. Leur manière d'aborder ce quart de finale surprend énormément les Brésiliens. Quand Rivaldo arrive au déport, le foot espagnol vient de signer un gros deal avec Canal+. Avec en plus l'application de l'arrêt Bosman, ça permet au club de recruter davantage de talents étrangers. Le déport va en profiter pour se renouveler. C'est dans ce contexte qu'arrive Rivaldo en Espagne, en tant que plus gros transfert de l'histoire du club. Il savait pas du tout dans quoi il s'engageait. Et quand il arrive là-bas, il va découvrir qu'en réalité, il n'arrive pas dans une situation idyllique. En fait, le coach John Toshak a installé une ambiance très compliquée depuis son arrivée. John Toshak, c'était un entraîneur intelligent, expérimenté, mais très dur humainement. Il peut stabiliser une équipe, lancer des jeunes et instaurer une vraie rigueur tactique, mais son autorité rigide et son franc-parler ont souvent mené à des clashs. D'ailleurs, dans sa carrière, il a brillé dans des clubs moyens, Real Sociedad, Depor, Beşiktaş, mais il a échoué à long terme dans les grands clubs à cause de son manque de souplesse relationnelle. Depuis 1 an, il est en guerre avec les supporters et certains cadres, comme Bebeto. Mais il garde la confiance de son président qui décide de le suivre quand il dit publiquement qu'il faut rajeunir l'équipe. Mais malgré l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs, les relations restent difficiles avec certains. Le problème finit même par devenir généralisé avec l'effectif d'abord, les supporters ensuite, où ça va aller loin avec des insultes de chaque côté. Lui les insultera même de Irodé. Pas besoin de vous faire un dessin, ces lèvres ne sont même pas cachées. Et le président, pour finir, qu'il critique publiquement. Avec Rivaldo également, la relation n'est pas au beau fixe. Néanmoins, ça n'empêche pas le génie brésilien de marquer 9 buts jusqu'au départ de Toshak en février. Il y a déjà tout ce qu'on va découvrir de Rivaldo par la suite. Des dribbles. Avec un style très rivaldesque, c'est-à-dire des changements de direction à la dernière minute et beaucoup de feintes de frappe. Une frappe très puissante, et je rappelle, avec des ballons beaucoup plus lourds que ceux qu'on peut trouver de nos jours.
des coups francs directs magnifiques. Des pénaltys, même chanceux. Une finition clinique. Des buts de la tête. Et il vous dit rien cet enchaînement technique là ? La panoplie Rivaldo est déjà là. Et en plus, d'un point de vue tactique, il fit très bien avec notre Corentin Martins national. L'arrivée de Carlos Alberto Silva va permettre à toute l'équipe de retrouver de la confiance et de l'allant. Rivaldo aussi va en bénéficier et marquer 12 buts sur le reste des matchs du championnat. Je rappelle qu'il n'est pas avant-centre, parce que si vous avez bien compté, ça fait 21 buts sur la saison. Et le Depor finira à la 3e place derrière le Real et le Barça. Rivaldo est la 2e révélation de la Liga derrière Ronaldo. Une aisance incroyable, une frappe du gauche pure, et un style nonchalant qui divise. Le Depor décide de construire autour de lui puisqu'il a confirmé les attentes. Comme les expériences Rivaldo et Flavio Conceição ont été des réussites, ils vont continuer à recruter brésiliens. Pour la saison 97-98, le Depor recrute Jalminha et Luizão. Mais en plus, Saladin Bassir, Ramis et le gardien Peter Ufay, paix à son âme. Avec cette équipe, qui a quand même Mauro Silva, Naibet, Flavio Conceição, Rivaldo, Corentin Martins, Jalminha, Fran, on vise clairement le titre. Et d'ailleurs, ils vont impressionner pendant les matchs de la pré-saison 97-98. Cette équipe, avec Rivaldo comme star, peut aller très loin, même sur la scène européenne. C'est même un des objectifs de Rivaldo avec le Mondial 98. En plus, je pense que son duo avec Jalminha, qui était un génie balle au pied, oui, c'est pas Ronaldinho qui a inventé cette passe du dos, aurait pu faire très mal. Je rappelle que Rivaldo et Jalminha jouaient ensemble à Palmeiras, avec aussi Flavio et Luizão, le futur champion du monde. Seulement voilà, une série d'événements imprévus va totalement bouleverser les plans du Depor. Van Gaal arrive au Barça et le club cherche à améliorer l'effectif. Ils ont déjà Figo à droite et ils vont recruter Sonny Anderson pour remplacer Ronaldo. Pour animer le couloir gauche, rappelez-vous dans l'épisode du match contre la Norvège on en a parlé, il travaille à finaliser la venue du dernier prodige mondial, Denilson. Il est d'accord pour rejoindre le Barça, les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert autour de 20 millions, sauf que venu de nulle part, le Betis pose 32 millions sur la table et un salaire record à Denilson qui choisit d'aller au Betis plutôt que d'aller au Barça. Et comme Ronaldo a été cédé à l'Inter dans un transfert record, le Barça a les poches pleines. Ils vont donc se tourner vers la 2e révélation de la Liga, un autre Brésilien pour animer leur couloir gauche. Ça, c'est la position du Barça. Du côté de Rivaldo, la position est beaucoup plus délicate. Bah oui, parce que le joueur est arrivé 1 an plus tôt, vient de faire une très bonne saison, et il se sent super bien là-bas. Il vient d'acheter une maison, le club est construit autour de lui, il y a plein de Brésiliens au Depor, l'équipe est compétitive, et en fait, Rivaldo se pose même pas la question de regarder le marché, et de chercher un autre club. Parce qu'encore une fois, il n'a pas d'agent pour l'inciter à faire telle ou telle chose. D'ailleurs, on est déjà dans la saison 97-98, et il fait toute la pré-saison avec le Depor et son nouveau maillot. Sauf qu'en ce mois d'août 1997, il est à l'hôtel avec Mauro Silva, en plein tournoi avec le Depor, quand il reçoit un appel d'un homme d'affaires. L'appel a dû ressembler à quelque chose comme ça. « Ah, bonjour Rivaldo, tout va bien ? Je m'appelle Miguel, un homme d'affaires qui représente Barcelone, et j'aimerais savoir si t'aimerais jouer à Barcelone l'an prochain. » Écoutez, je sais pas trop, c'est un grand club, mais je suis bien au Depor. Est-ce que tu pourrais au moins faire une offre ? Et là, Rivaldo va faire comme beaucoup de gens dans ce genre de situation, tu sais, quand t'as pas envie d'aller ailleurs parce que t'es très bien où t'es. Être déraisonnable. Je l'ai dit précédemment, il est le plus gros salaire du Depor. Et donc, il va formuler une offre à l'agent avec un salaire qui représente 3 à 4 fois son salaire actuel. Et l'homme d'affaires hésite. Ah, quand même. Ah, ça va être chaud, hein. Bon, écoute, je transmets au club et je te rappelle. Ok, à plus tard. Et il raccroche.
Là, Rivaldo se dit, je vais pouvoir passer à autre chose, il me rappellera pas, je lui ai demandé 4 fois mon salaire. Évidemment qu'ils vont dire non. 10, 15 minutos ele liga pra mim. Aceitaram. Caraca! Eu digo, e agora? Eu digo, ó, me dá uns minutinhos aí. Aí liguei, falei com o Mauro. Mauro Silva. O Barcelona tá me querendo, cara. O que eu faço? E os caras aceitaram lá, eu dei uma proposta alta, eles aceitaram. Eu falei, Valdo, eu gostaria que você ficasse no La Coruña. Mais Barcelone est Barcelone. Comme le Barça n'a pas négocié directement avec le déport, le transfert se fait via la clause libératoire. Rivaldo transmet donc les documents à la Liga, disant qu'il rachète son contrat en payant la clause libératoire, dont le financement est fait par le Barça. Voilà comment dans le football professionnel on contourne les règles de gentleman agreement, puisque les clubs s'étaient mis d'accord sur le fait qu'aucune équipe ne devait négocier avec un joueur sous contrat sans en informer son club d'origine. Un homme d'affaires extérieur qui contacte le joueur, en prenant une commission, rachat de la clause libératoire, et hop, on recrute un joueur, même cher, sans jamais avoir entendu la voix du président d'en face. Rivaldo informe donc son président qu'il quitte le club, même s'il voulait y rester, et qu'il ira à Barcelone pour 25 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Cette situation a été très délicate pour Rivaldo, parce que quand ça s'est su, on était encore en plein milieu du tournoi Herrera. D'ailleurs, au moment des premières discussions, son président, toute l'équipe, personne n'était au courant. Résultat, il va se faire insulter de partout, traité de mercenaire, à tel point qu'il a dû changer son itinéraire pour être sûr de prendre son avion en sécurité vers Barcelone. « 27e minute, sur une récupération haute du terrain, le ballon arrive jusqu'à Ronaldo qui avait décroché, il serre Rivaldo dans l'intervalle, contrôle, balle piquée, le Brésil prend l'avantage 2-1 grâce à Rivaldo et à la 3e passe décisive du tournoi de Ronaldo. On peut dire deux choses de ce but. La première, c'est l'excellent appel en profondeur de Rivaldo dans l'intervalle créé par le décrochage de Ronaldo. Et la deuxième, c'est qu'à peu de choses près, son tir aurait pu être totalement raté à cause d'un fourbon qui arrive juste au moment de piquer le ballon. Cela dit, il avait choisi la bonne option qui était d'anticiper le plongeon de Schmeichel. Les gens critiquent la croix aujourd'hui, mais si le gardien danois avait fait la croix, il aurait pu attraper ce ballon. Toujours est-il que Rivaldo s'illustre au meilleur moment. Il est ce 10, clutch, que le Brésil attendait depuis Zico et que le Barça a mis en valeur pendant la saison 97-98. À Barcelone, Johan Cruyff incarne une révolution footballistique au Barça, le jeu de position, la possession, l'attaque placée, la formation des jeunes. Mais en 1996, il est évincé après des conflits violents avec le président Núñez et laisse le club sans direction claire malgré un palmarès imposant. 4 Ligas, une C1, une Coupe du Roi, etc. N'arrivant pas à obtenir Van Gaal, sous contrat jusqu'en 1997, le coach qu'ils veulent absolument, le club engage Bobby Robson en 1996, après plusieurs tentatives dans le passé de le faire venir. Mais très vite, il va y avoir un problème. Passer derrière Cruyff, c'est compliqué, surtout d'un point de vue tactique, parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision, ni même la même communication. Néanmoins, cette saison qui aurait dû être une année sans titre, une année de transition, a été couronnée de succès. Ils finissent 2e du championnat à 2 points du Real Madrid, gagnent la Coupe d'Espagne, la Coupe des Coupes et la Supercoupe d'Espagne. Bobby Robson aurait aimé rester, mais la direction catalane avait déjà fait son choix. Peu importe qu'il ne gagne rien ou qu'il remporte tous les titres. Ce que souhaitait la direction catalane avant tout, c'était revenir à une certaine forme de cohérence du jeu. L'héritage de Cruyff, mais sans revenir à Cruyff lui-même. Raison pour laquelle ils choisissent Van Gaal malgré tout. Il arrive directement de l'Ajax, avec une vision forte, structurée et très différente de celle de Robson. Il incarne une forme de discipline tactique, de jeu de structure rigide, d'automatisme collectif, ce qui est en tension directe avec la liberté offensive des joueurs brésiliens, notamment Rivaldo, mais également avec l'héritage de Cruyff qui est beaucoup plus fluide. En plus de Sonny Anderson, le Barça recrute Michael Reisiger, Ruud Esp, Dragan Čirić, Christophe Dugarry et Mauricio Pellegrino. C'est dans ce contexte qu'arrive le nouveau numéro 11, Rivaldo. Fait surprenant, alors qu'il est le 2e plus gros transfert cet été-là, il n'existe aucune présentation officielle de Rivaldo à Barcelone à cause de son transfert tardif. Il a été annoncé, il est arrivé et directement il a été convoqué pour le trophée Gamper par Van Gaal. Vous ayant donné l'approche tactique de ce dernier et le profil de Rivaldo, je pense que vous avez déjà compris qu'il y a un problème.
Ce qu'est Rivaldo et l'approche de Van Gaal ne peuvent pas cohabiter. Mais Rivaldo vient de quitter la Corogne et les supporters lui ont balancé des pièces dessus pour signer en urgence dans un très gros transfert au Barça qui n'était pas prévu. Donc, il recherche plus l'apaisement que la confrontation. Il joue principalement en tant qu'ailier gauche ou meneur excentré, mais reste très performant malgré une position qu'il n'affectionne pas trop. Le Barça est éliminé dès la phase de poule de Ligue des Champions dans le groupe de la mort, mais termine avec un doublé Coupe Championnat et la Super Coupe d'Europe. Mais l'essentiel est ailleurs. Grâce à son exposition avec Barcelone, Zagallo est obligé de le rappeler après plus d'1 an d'absence. Il est crédité de 2 passes décisives, mais Zagallo n'en fait pas un titulaire en puissance dans son esprit. Pendant la Coupe des Confédérations, à l'exception d'un match, Rivaldo sera sur le banc pendant l'intégralité du tournoi, Zagallo lui préférant Juninho Paulista. Oui, le nom de Juninho Paulista est souvent évoqué dans cette série de manière assez élogieuse. Il aurait même dû faire le Mondial 98 en France, on en a parlé dans un des premiers épisodes. Mais il est champion du monde 2002, donc ne vous inquiétez pas, on va parler de lui en détail. Lors de la saison 97-98, Rivaldo inscrit 28 buts toutes compétitions confondues. Il est meilleur buteur du club, sélectionné dans l'équipe type de la saison. À titre individuel, il a réussi une grande année. « 50e minute, suite à un ballon hasardeux, Brian Laudrup profite d'une erreur de Roberto Carlos qui aurait pu dégager le ballon plus sobrement. Égalisation. De partout. Cette pause est symbolique de cette Coupe du Monde où il y a eu beaucoup de pauses. La défense brésilienne est en souffrance, et l'attaque est en panne. Très peu d'occasions pour les Brésiliens. Dunga crie, replace, corrige. Il est partout. Et il permet au Brésil de rester dans le match malgré leurs difficultés. Rivaldo a souvent eu des conflits avec ses entraîneurs de par la liberté qu'il souhaite pour son jeu. Pas de conflit majeur avec Van Gaal pendant cette saison 97-98, les tensions sont contenues, le coach et le joueur coopèrent efficacement, même si Rivaldo exprimera plus tard qu'il n'aimait pas jouer sur l'aile. Les problèmes éclateront plus tard, à partir de la saison 98-99 et surtout 99-2000. Rivaldo sait tout faire, de près, de loin, surface arrêtée, en sortie de dribble. Surtout, il marque, beaucoup, mais il reste incompris. Il veut trop de liberté, trop lent pour certains, trop perso pour d'autres, pas assez samba, pas assez joyeux. Il est parfois critiqué pour son manque de générosité dans l'effort, mais sur le terrain, il fait des différences, il détonne. En réalité, Rivaldo est différent. Même son choix de sponsor détonne. À une époque où Nike explose, où Reebok affirmé, Adidas est confirmé, il choisit Mizuno, une marque inconnue alors. En fait, elle est toujours pas connue en France. Et même ça, pour moi, ça va avoir un impact sur son exposition et l'avis des fans sur le joueur en dehors de ce qu'il produit sur le terrain. Vous pouvez faire le test. Demandez à n'importe qui, vous lui posez la question, de citer les plus grands milieux offensifs centrales du Brésil. Et c'est très rarement Rivaldo qui sortira dans les 3-4 premiers noms. Alors qu'il est à mon sens un top 3. Je vous parle pas de qualité intrinsèque, je parle de ce qu'il a produit avec le maillot d'AC Seleção. Il a fait mieux que Zico, Ronaldinho, Kaká ou Neymar. Et mieux que Pelé ? Bah déjà, Rivaldo, lui, il a mis ce but. Mais au-delà du clin d'œil, il a pas fait mieux, même s'il aurait pu être plus proche s'il avait gagné le mondial en France. Tu le surcotes pas un peu, ton gars ? C'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre à cause de la forme. Oui, il court pas à 2000 à l'heure, Rivaldo. Sa beauté saute pas au visage, son allure est moins stylée que d'autres. Mais Rivaldo, c'est un numéro 1. Je répète, Rivaldo, c'est un numéro 1. C'est un joueur autour duquel tu construis une équipe. C'est un génie du jeu qui a l'air de ressembler à un joueur moyen. Mais si le coach lui donne la liberté et la confiance, ce sera souvent lui le meilleur sur le terrain et il va porter ton équipe au plus haut. Son profil n'est pas celui d'un milieu offensif central qui organise et cherche la dernière passe. C'est plutôt celui d'un type Zico ou Platini. Et c'est là qu'arrivent les premières incompréhensions.
Dès qu'il a été installé comme titulaire, avec une grande liberté de mouvement, on a attendu de lui qu'il soit la dernière passe pour faire briller le ballon d'or en titre, Ronaldo. Les critiques du joueur de l'Inter sur le faible nombre de ballons touchés avaient braqué toutes les caméras sur lui, car il devait faire briller Ronaldo. Mais Rivaldo n'est pas là pour faire briller Ronaldo. Rivaldo s'est construit tout seul, à force de travail, de détermination et d'individualisme. Sa principale qualité était de se faire briller lui-même en profitant du système autour. Et il était exceptionnel dans ce domaine. Michael Madar, son ancien coéquipier du temps de la Corogne, déclarait dans SoFoot « Ces comportements égoïstes, ça me rendait malade. Surtout quand tu voyais les autres possibilités offertes par tes partenaires. J'ai joué à la Corogne avec Rivaldo. Il jouait que comme ça. J'en pouvais plus de ce type. Mais Rivaldo derrière, il marquait. Tout le temps. Alors tu fermes ta gueule. Le nombre de fois où il se servait de mes appels pour s'ouvrir la porte, il me faisait toujours croire qu'il allait me donner la balle, alors que non. Mais il plantait derrière. Rivaldo, c'était un génie. Dunga continue ses remontrances, cette fois-ci à Rivaldo. On ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit, mais à la 60e minute, regardez le positionnement de Rivaldo qui va aller se positionner dans l'espace. Dunga lui fait la passe, Rivaldo contrôle dans le sens du jeu, et il arme une frappe croisée à ras de terre. Parfaite, petit filet. Pete Michael est battu. 3-2. Le Brésil repasse devant. Malgré les offensives danoises qui vont continuer à pousser, se montrer dangereux et frapper sur la barre transversale, Rivaldo, intenable, et le Brésil vont malgré tout tenir le score. Pour schématiser, même si ce sera encore plus visible par la suite, Rivaldo n'était pas le numéro 2 derrière Ronaldo. C'était un numéro 1 bis. Et tout le travail des coachs a été de faire en sorte que les deux puissent cohabiter malgré leur besoin de liberté à tous les deux, tout en gardant l'équilibre dans l'équipe. Alors penser qu'il pourrait jouer pour Ronaldo, ce serait penser qu'il peut changer sa nature. Tous les deux doivent ajuster la mire pour que ça fonctionne. Rivaldo n'étant pas le joueur altruiste attendu, il faudra que Ronaldo ajuste son jeu pour le faire briller et inversement. Et avec le recul, on sait aujourd'hui que c'est à partir du moment où les deux ont pris conscience de ça que les choses ont fonctionné entre eux et qu'ils ont amené le Brésil au plus grand titre. Mais pour l'heure, Rivaldo reste Rivaldo. C'est lui qui dicte son jeu, pas la presse ou les supporters, peu importe les critiques. D'ailleurs, et c'est la preuve de ce trait de caractère, il a refait la même erreur contre la Norvège qu'il avait faite contre le Nigeria aux Jeux Olympiques. Donc cet épisode n'a absolument pas changé son jeu. Mais à mesure qu'il s'installe, il tisse un lien technique discret mais redoutable avec Ronaldo qui va grandir au fur et à mesure du tournoi. Au coup de sifflet final, on sent le soulagement des Brésiliens dans une rencontre où ils ont eu très peu d'occasions franches. Mais l'objectif est atteint, ils sont en demi-finale. Le héros du match est Rivaldo. Mais quelle est sa réaction après le match ? La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma femme. J'étais vraiment ému. Ai-je pleuré ? Oui. Parce qu'après tout ce qui s'est passé dans le match, j'avais accumulé beaucoup de tension. Toute l'équipe avait accumulé beaucoup de tension, à commencer par Zagallo. Le médecin de l'équipe a dû lui administrer des tranquillisants après le match parce qu'il était bouleversé. Ce match change tout. Pour Rivaldo d'abord, il est enfin reconnu à l'échelle mondiale. Les journalistes le félicitent, même les supporters applaudissent. Ceux-là même qui l'ont décrié 2 ans plus tôt. Il dira après le match « Le meilleur joueur est l'équipe qui a gagné avec détermination. Même s'ils avaient égalisé à nouveau, nous serions revenus parce que nous étions convaincus de la victoire. Je dédie cette victoire à ma femme et à mes enfants. » C'est le début d'une ascension médiatique à l'échelle mondiale. Ce quart, c'est son œuvre. À Rio, les grands noms du football brésilien, Romario et Pelé, étaient d'accord pour dire que leur adversaire en demi-finale serait l'Argentine de Passarella, qui affronte les Pays-Bas en quart de finale. Tous deux se sont exclamés devant les caméras de télévision que l'Argentine vienne. Et ils ont ajouté que c'est un adversaire plus intéressant en raison de la rivalité historique entre les deux pays et parce qu'il est plus facile à battre.
Romario a également souligné que l'important, c'est que nous soyons en finale, et s'est abstenu d'entrer dans des détails techniques. Excité, Bobaichinho, absent en France, a déclaré « Nous avons battu une grande équipe, mes coéquipiers ont montré qu'ils avaient du caractère, puisqu'ils ont été capables de remonter un retard par 2 fois. » Les observateurs brésiliens attendent donc l'Argentine en demi-finale pour le derby. Mais dans un match mémorable qui aura vu 3 montants touchés et 2 cartons rouges donnés, un homme va sortir du lot. Dennis Bergkamp. J'en ai fait une vidéo dédiée, mais il réussit d'abord la passe décisive du siècle, en transformant une mine de Ronaldebourg en caviar pour Kluivert de la tête et en déséquilibre. Franchement, mais c'est impossible à reproduire ce truc. C'est complètement fou à chaque fois que je revois les images. Et ensuite, par la fameuse action où sur une passe de 70 mètres, il enchaîne un contrôle parfait, puis un dribble, puis une frappe extérieure dans la lucarne. Bergkamp est arrivé blessé au mondial, il est monté en puissance. Alors c'est vrai qu'il aurait jamais dû être sur le terrain ce jour-là, hein, parce qu'il doit prendre un carton rouge pour son geste immonde sur Sinisa Mihajlovic. Mais bon, c'est le foot de l'époque, hein. Et son chef-d'œuvre a permis aux Oranges de se qualifier en demi-finale. Brésil-Pays-Bas, beaucoup de choses à dire. Revanche d'il y a 4 ans. Et dans cette équipe, il y a les amis de Ronaldo où il a démarré sa carrière européenne aux Pays-Bas. Zenden, Cocu, Jonk. Une place en finale pour le vainqueur de ce qui est avancé par beaucoup, dû à l'inexpérience à ce niveau de la France et de la Croatie, l'autre demi-finale, par la finale avant l'heure.